Bonjour à tous, c'est Alexandra des blogs Les Tribulations d'un Petit Zèbre et Les Tribulations d'une Aspergirl. Je reviens aujourd'hui pour une troisième vidéo sur un livre, puisque c'est la période des livres, au printemps en général, on va dire au mois de mars-avril, énormément de livres sortent chaque année, et donc cette année on ne déroge pas à la règle, donc je reviens pour un livre dont je vais vous parler mais qui n'est pas encore paru, puisqu'il sortira officiellement donc le 1er avril prochain. Mais je vous en parle déjà, puisque ceux qui me suivent sur Facebook, Twitter et autres savent que je l'ai reçu un petit peu en avant-première. Donc il s'agit des 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, parce que le titre brille. Voilà, donc c'est un livre qui est paru aux éditions Tom Pouce, qui fait toute une série de collections comme ça, qui a fait toute une série de livres 100 idées pour aider, pour accompagner sur tel ou tel thème. Et donc c'est un livre qui a été écrit par 3 co-auteurs, un homme, 2 femmes. Alors le premier, il s'agit du docteur Olivier Revol, que normalement les lecteurs assidus du blog connaissent largement, puisque j'en parle très très souvent. Et que j'aime beaucoup, ce pédopsychiatre, donc qui est un pédopsychiatre lyonnais, vraiment très connaisseur des enfants doués, et des troubles associés également des enfants doués, hein, c'est-à-dire qu'il a écrit des livres qui sont vraiment captivants et qui ont énormément d'humour et en même temps qui apprennent énormément de choses, c'est-à-dire que sous couvert d'humour, en fait, les choses passent très très bien, mais ces livres sont vraiment passionnants sur le fond, avec une forme effectivement extrêmement plaisante et humoristique, en tout cas avec un ton qui dédramatise beaucoup les sujets abordés. Donc il est très penché également sur le TDAH, et donc dans son service à Lyon, il accueille une grande part d'enfants doués TDAH, d'enfants doués ASPI, voilà, enfin en tout cas tout ce qui a trait au surdouement, il connaît très très bien, il donne beaucoup de conférences à ce sujet, et donc aujourd'hui il édite. Voilà, il publie ce livre donc avec 2 autres auteurs, puisqu'il s'agit de femmes. Alors la deuxième auteure est Roberta Poulain, coprésidente jusqu'à il y a peu de l'ASEP suisse. Alors je dis jusqu'à il y a peu puisque après des années de coprésidence de cette grande association suisse, qui est donc l'association suisse pour les enfants précoces, Roberta a changé et a voulu se retirer pour faire d'autres choses, mais voilà, elle a été pendant de longues années coprésidente, et donc ça lui a permis d'avoir ce statut de conseil et d'aide auprès des parents d'enfants doués, lui a permis finalement, au fil des années, d'entendre énormément de témoignages. Elle-même est maman de 2 enfants surdoués, donc elle connaît le sujet à la fois en tant que parent et à la fois en tant que présidente qui organise qui a organisé de très très belles conférences, et c'est également la ZEP qui a publié la fameuse feuille de route pour les enfants intellectuellement précoces dont j'ai déjà parlé sur le blog, et qui est pour moi la meilleure publication qui a été faite avec les écrits donc, de Claudia Yankesh à destination, on va dire, parce que sur les enfants précoces il y a plein de choses, mais à destination d'eux-mêmes, les publications sont déjà plus rares, et voilà, celle-ci est à mon sens vraiment celle qui est la plus efficace, la plus agréable, avec de très très beaux dessins de P-Cube. Voilà, donc si vous cherchez sur le blog, je vous mettrai peut-être l'adresse directement du billet sous la vidéo. Donc tout ça pour dire que Roberta Poulain donc est la deuxième co-auteure, et enfin la troisième co-auteure donc est Doris Perrodin, donc qui est enseignante spécialisée en Suisse, qui connaît donc parfaitement les questions liées au surdouement, et en particulier elle a écrit un excellent livre, parce que là aussi le sujet finalement est assez rarement abordé, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu envahi statistiquement en tout cas par les garçons et par les hommes, autant d'ailleurs dans le surdouement que dans le monde du syndrome d'Asperger, hein, d'ailleurs, et du TDAH aussi. Elle a écrit sur les filles surdouées, et si elle était surdouée, donc c'est le titre de son ouvrage qui sera apparemment bientôt réédité, et c'est une auteure, une enseignante spécialisée, donc qui est
pour qui l'enseignement et le côté, c'est ce qu'elle apporte dans le livre en tout cas, c'est sa partie à elle, mais voilà, elle connaît très très bien les enfants surdoués, elle apporte des pistes vraiment extrêmement intéressantes dans le livre d'ailleurs pour adapter les formes d'enseignement à ce public un petit peu particulier. Voilà, ça c'était pour vous situer donc les 3 co-auteurs du livre. Alors le livre en lui-même donc se décompose donc en, on va dire, 3 grandes parties. Chacune de ces parties a été écrite par un des auteurs. Donc la première partie, donc l'enfant à haut potentiel en famille, c'est la partie écrite par Roberta. La deuxième partie, l'enseignement et l'élève à haut potentiel, c'est la partie qui est signée Doris Perrodin. Et la troisième partie, conseil de psy, voilà, c'est la partie qui a été développée par Olivier Revol. Ce sont 3 très belles parties qui amènent donc 100 idées, hein, comme son titre l'indique, c'est un petit peu le principe du livre. A noter que dans ce livre, donc, la préface est réalisée, a été écrite par Ariel Ada avec une très très belle préface qui présente donc l'ouvrage, qui présente les 3 auteurs. Et il y a également un prologue que je trouve extrêmement réussi, alors qui s'intitule Prologue et tentative de définition. Voilà, qui est donc sur quelques pages, et qui vraiment je trouve a particulièrement réussi, a particulièrement atteint son but, parce que la tentative de définition est vraiment bien pensée, et c'est je trouve une belle définition de ce que sont les enfants doués, des idées reçues qu'on peut avoir à leur sujet, du public que cela concerne, et donc également des grandes oubliées que sont généralement dans les fratries les jeunes filles, les petites filles et ensuite les jeunes filles, et qui malheureusement donc finalement sont plutôt détectées éventuellement au moment de l'adolescence, quand elle n'arrive plus du tout à donner le change et à faire semblant d'être intégrée, ou en tout cas d'être dans le moule. Voilà, c'est souvent à ce moment-là que les jeunes filles finalement se retrouvent à devoir être hospitalisées dans des services comme celui du docteur Olivier Revol, parce qu'elle n'arrive plus à gérer du tout, à faire finalement à faire bonne figure dans un monde qu'elles ne comprennent pas tout à fait, et dans lesquels elles n'arrivent pas finalement à trouver leur place, alors que pendant des années elles ont réussi à sembler tout à fait équilibrées, tout à fait bien dans leur vie, etc. Voilà, donc c'est un très très beau prologue, je trouve vraiment très bien. Alors donc au niveau des parties du livre en elle-même, alors je ne vais pas vous détailler bien évidemment les 100 idées, donc j'aime vraiment moi beaucoup, alors bon, j'aime beaucoup la partie de Roberta, qui donne donc des idées, qui donne des clés pour gérer et pour mieux vivre avec son enfant à haut potentiel intellectuel à la maison, pour mieux le comprendre, pour l'aider, pour l'accompagner dans les difficultés qu'il peut rencontrer, que ce soit à l'école, sur le plan social, sur le plan relationnel, sur le plan alimentaire par exemple, tout ce qui est d'ordre des difficultés de l'hyperesthésie, des difficultés de l'hypersensibilité à certaines textures, certaines matières, certains goûts. Enfin tout ça est abordé donc vraiment avec donc on va dire grosso modo une trentaine d'idées je crois. Me semble-t-il. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie Roberta, donc j'aime évidemment beaucoup ce qui est dit. Pour la partie donc de Doris Perrodin, alors moi je pense qu'elle s'adresse autant aux parents d'enfants doués qu'aux enseignants. Alors les parents peuvent transmettre ou peuvent essayer de communiquer les idées aux enseignants. Les enseignants, eux, évidemment, seront parfaitement à même de tenter la chose, en tout cas de mettre en pratique les conseils donnés ou les idées données donc, par Doris Perrodin dans leur classe vis-à-vis des élèves qui peuvent être concernés. À noter donc il y a alors toute une partie également sur les différentes intelligences, donc les intelligences multiples, la théorie donc développée par Howard Gardner, mais avant ça quand même malgré tout avoir également à chercher sur le blog par Rémi Chauvin, qui finalement dès les années 70
avait déjà mis le doigt sur cette réalité-là, comme je l'ai mis en exergue dans un billet que j'ai posté donc, avec des vidéos de Lina. Sur le blog, je vous mettrai également le lien en bas de la vidéo. Donc il y a toute une partie donc, sur les intelligences multiples, sur la façon de développer tel ou tel type, enfin pas de développer tel ou tel type d'intelligence, mais en tout cas de nourrir tel ou tel type d'intelligence selon le domaine, on va dire, de prédilection ou les domaines de prédilection de l'enfant. Perrodin revient également sur les 6 profils d'enfants doués, donc j'avais fait également un article sur le blog qui en parlait, essentiellement les profils sur le plan scolaire, donc c'est toujours intéressant finalement de regarder à quel type de profil correspond son enfant à ce moment-là, puisque comme je le disais dans mon article, hein, un enfant peut évoluer au fil des années, il n'y a rien de fixe, ou peut être à cheval entre 2 profils selon les périodes, selon ce qu'il a vécu, etc. Donc ça c'est également extrêmement intéressant. Elle parle également donc, aux enseignants pardon, de comment reconnaître un enfant HP. Et alors il y a un chapitre, une idée, on va dire, puisque c'est plus une question d'idée. Donc dans le chapitre toujours écrit par Doris Perrodin, l'idée numéro 34, moi que j'ai vraiment beaucoup aimé, et qui s'appelle donc de l'égalité à l'équité, le rôle de l'enseignant. Et c'est absolument passionnant parce qu'effectivement la confusion est tellement souvent faite entre égalité, équité, surtout en France où on est très attaché, on va dire un peu bêtement, ou en tout cas dans une façon un peu à côté de la plaque à mon sens, de comprendre cette fameuse égalité des chances. Voilà, je trouve que ce chapitre est absolument, cette idée pardon, est absolument fabuleuse. Et voilà, rien que pour ça, vraiment j'adhère à 300% à ce que Doris Perrodin dit. Enfin, en tout cas, de toute façon, toutes les idées sont vraiment extrêmement chouettes. Elle parle également, vous voyez, du mind mapping, des cartes heuristiques, de l'intérêt de mettre en place, de mettre en application dans les apprentissages ces fameuses cartes heuristiques. Elle parle également donc, de systèmes de mémorisation bien utiles pour les enfants HP qui ne savent pas forcément toujours, au départ en général, au début de leur scolarité, pendant les premières années, tout est très simple pour eux, sans avoir à faire le moindre effort. Ils arrivent fort bien à mémoriser les choses parce que pour eux ce sont des répétitions inlassables et donc il n'y a pas besoin ils n'ont pas véritablement de méthode de mémorisation, d'apprentissage. Et au fur et à mesure qu'ils progressent dans la scolarité, à partir du collège déjà il va leur être demandé d'avoir de la méthode, d'acquérir certains principes de travail, certaines méthodes de travail, et quand ils ne les ont pas, ça peut être vraiment très compliqué, et l'enfant peut se retrouver en situation difficile et ne pas savoir comment réagir, d'ailleurs pour essayer de redresser la barre, parce qu'il se retrouve dans quelque chose pour lequel il n'a absolument pas l'habitude, c'est-à-dire il se retrouve un petit peu largué par rapport aux autres qui eux ont toujours appris un petit peu par cœur, bêtement, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, mais on va dire qui ont appris très scolairement, voilà, scolairement parlant, qui ont appris les leçons depuis des années et qui du coup continuent à appliquer ces méthodes-là. Et les enfants doués, bien souvent, n'ont pas eu cet apprentissage-là, ils se sont laissés porter finalement pendant longtemps par leurs connaissances qui étaient assez facilement acquises. En tout cas, ils n'avaient pas le besoin de faire le moindre effort de concentration, d'apprentissage, les choses entraient facilement toutes seules. Et à un moment donné, ça ne fonctionne plus tellement comme ça n'est plus très efficace, et à ce moment-là, on va dire, il y a une plaque tournante entre la 5e et la 4e, et dans cette tranche d'âge-là, au niveau du collège en France, en général, les enfants doués perdent un petit peu pied quand ils n'ont pas eu le goût de l'effort et les méthodes d'apprentissage nécessaires. Voilà, donc pour la 3e partie, enfin, c'est celle qui a été écrite par le docteur Revol. Elle s'appelle « Conseils de psy ». Alors elle débute par une série de 10 petits conseils, 10 petites clés pour rester en bonne relation avec son enfant HPI et échanger, rester dans une confiance, dans une relation d'écoute, d'aide et d'accompagnement. Donc 10 petits conseils vraiment très chouettes. Alors à noter que pour ma part, j'ai un petit regret,
Alors c'est un regret vraiment très minime, mais qui finalement, le docteur Revol est un petit peu victime de son succès et de justement de la justesse de ses propos, de son humour. C'est que moi je regrette un petit peu en fait que sa partie et certains points soient peu développés à mon sens, ou en tout cas un peu moins développés que les deux premières parties. Voilà, par exemple... Voilà. Sur cette page, je trouvais que c'était un petit peu court en fait au niveau du format. J'aurais tellement voulu avoir plus de... Enfin, on a envie finalement d'avoir toujours plus de ses écrits, de ses conseils. Il est tellement toujours extrêmement juste vis-à-vis du surdouement et des enfants doués, que c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé en fait qu'il y ait plus de matière. Alors même si les idées sont vraiment très chouettes, les points développés sont très chouettes, mais j'ai été un petit peu frustrée de retrouver moins de choses développées, au moins en termes de longueur d'écriture. Voilà, mais ceci dit, je pense qu'en fait, ça s'explique tout simplement par le fait que dans les 100 idées, comment dire, il y a une trame directrice, hein, le livre est constitué de 100 idées différentes, mais malgré tout, ces idées-là se recoupent, se rejoignent, et donc en fait, évidemment, on a quand même une espèce de comment dire, une construction générale, et pour éviter les redites, pour éviter les répétitions, effectivement, je pense que il a fait plus court sur certains points, mais ceci dit, voilà, c'est vraiment, quand je dis un bémol, c'est même pas un bémol, c'est simplement, c'est vrai qu'un petit regret pour ma part, mais parce que j'aime vraiment beaucoup ses écrits, et c'est vrai que je me suis dit, mince, c'est dommage, il y a des choses sur lesquelles, des points que j'aurais voulu sur lesquels il écrive plus, qu'il développe un petit peu plus en termes de longueur, parce que une fois encore, les idées sont bien là, hein, il y a pas de... Je ne dis pas du tout que la partie est bâclée, au contraire, les idées sont extrêmement intéressantes, et notamment, alors une qui m'a vraiment, que j'ai absolument adorée, donc c'est celle-ci, c'est l'idée numéro 80, sur les paramnésies. Alors les paramnésies, ce sont des troubles de la mémoire qui sont en général plutôt présents chez les personnes âgées, mais que les enfants précoces ont bien souvent. Alors par exemple, c'est le sentiment de déjà vu, d'avoir déjà vu quelque chose, d'avoir déjà vécu quelque chose, déjà entendu quelque chose, une sensation d'être déjà passé par quelque chose, alors qu'en définitive la situation n'est pas arrivée auparavant, mais l'enfant a ce sentiment d'avoir déjà vécu ou d'avoir déjà entendu ce qui est en train de se jouer devant lui, et ça peut être quelque chose de très déstabilisant. Donc j'ai vraiment trouvé ça absolument génial d'avoir dans le livre là une explication physique, biologique, tout à fait concrète, quelque chose qui dédramatise. Voilà, et donc je trouve cette partie-là vraiment absolument fabuleuse, parce que ça va permettre en fait aux parents de pouvoir eux-mêmes comprendre finalement ce qu'il se passe chez leur enfant, voir ce qui s'est passé chez eux étant plus jeunes. Parce que moi par exemple, étant enfant et adolescente, après ça s'est calmé naturellement, mais pendant quand même pas mal d'années, j'ai eu ce que Jeanne Siofachin avait parfaitement identifié dans un de ses livres. D'ailleurs ça m'avait fait vraiment un choc en lisant la chose, parce que j'en avais assez peu parlé, ou très rarement parlé autour de moi, et donc j'avais le sentiment d'être totalement anormal, d'être tout à fait plus comme une extraterrestre, plutôt que je voyais bien que les gens autour de moi apparemment ne partageaient pas cette bizarrerie, et donc j'avais ce qu'elle appelle donc un décalage spatio-temporel, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à sentir que j'étais là à un instant T, je me voyais 2 heures plus loin ou 3 heures plus loin en train de faire autre chose. Par exemple, je montais dans une voiture, je ne me voyais pas monter dans la voiture, mais je me voyais à la fin du voyage en descendre 1 heure après. Et j'avais énormément de mal, en fait, ça pouvait être très perturbant, en fait, déjà de ressentir ce décalage, ou ce sentiment de déjà vu, ou voilà, on se demande si on n'est pas fou, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que les autres manifestement n'ont pas ce type de phénomène ou de bizarrerie, mais en plus, si on ne sait pas
que ce phénomène trouve une explication tout à fait scientifique, tout à fait biologique, tout à fait parfaitement existante, concrète, cohérente et tout ce qu'on veut, on va imaginer effectivement, on va s'imaginer nous en décalage. Donc ce décalage peut être très perturbant et très stressant en fait pour l'enfant. Donc j'ai trouvé cette partie vraiment absolument fabuleuse, de la même manière qu'il développe dans le point suivant, dans le point 81, le sentiment de différence, donc que les enfants doués ressentent en général très très tôt, en général à déjà 3-4 ans, ils perçoivent très bien qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres, alors après sans forcément savoir mettre un nom dessus, mais en tout cas ce sentiment d'être décalé par rapport aux autres, de ne pas être dans la norme et dans ce que constitue la grande majorité des enfants autour d'eux, ou des gens autour d'eux, même en incluant les adultes, en général voilà, ils l'ont très très tôt, et pour les parents, pouvoir comprendre ce sentiment de décalage et pouvoir l'expliquer également aux enfants, pouvoir leur assurer et dédramatiser la chose, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour le bien-être des enfants et pour leur construction, c'est-à-dire que se construire en ayant une image négative de soi ou en ayant une image d'anormalité, c'est quelque chose d'assez difficile en fait. Parce que contrairement à ce que les gens pensent classiquement, en tout cas de par mon expérience et de par les centaines et les centaines de témoignages que j'ai depuis que les blogs existent, honnêtement, j'ai en quasi-totalité, ou en tout cas vraiment c'est dans une écrasante majorité, je dirais, des gens, que ce soit adultes comme enfants, qui, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser du surdouement, du haut potentiel intellectuel, les personnes concernées ne se voient jamais au-dessus du lot, mais au contraire se ressentent toujours comme pas adaptées, pas capables ou pas à la hauteur. En tout cas, elles perçoivent souvent une différence, mais pas forcément dans un sens de je suis au-dessus du lot, je suis tellement fière de ce que je fais, je réussis tout ce que je touche, etc. Vraiment, j'ai rarement vu, même très très rarement vu, des gens qui étaient voilà, qui avaient un ego surdimensionné à ce niveau-là et qui étaient très fiers d'eux-mêmes et qui étaient dans une espèce de satisfaction sur tous les plans. Au contraire, en général, les personnes intelligentes ou très très intelligentes ont tendance à voir leurs propres défauts et à analyser leurs erreurs, ou en tout cas à être assez impitoyables vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de leur parcours et de ce qu'elles ont pu faire de leur vie. Voilà, et donc d'ailleurs c'est souligné dans le chapitre, donc le premier chapitre écrit par Roberta, il est question donc dans un point des parents qui n'arrivent pas forcément à identifier ou à croire en tout cas dans un premier temps au haut potentiel intellectuel de leur enfant, parce qu'ils ne voient jamais leur enfant comme étant au-dessus des autres, comme étant plus que les autres, mais au contraire, ils le perçoivent toujours comme étant dans la norme, et les autres, ceux qui sont un petit peu, dont ils voient le décalage par rapport à leur enfant, ils les perçoivent toujours comme étant un petit peu lents, ou ayant un petit peu des difficultés, mais en tout cas, leur enfant pour eux est toujours dans la norme, c'est-à-dire que l'enfant, ils n'imaginent pas que l'enfant soit au-dessus, soit surdoué, soit au-delà de ce qui est classiquement, de ce qui fait classiquement le niveau intellectuel par exemple, ou d'apprentissage, ou de ce qu'on veut de la majorité des enfants. Au lieu de percevoir leur enfant comme étant décalé vers le haut, ils le perçoivent en général comme étant décalé vers le bas. Et la réflexion est également valable, moi de ce que je peux avoir comme témoignage régulier de la part d'adultes, pour des gens qui se découvrent surdoués à l'âge adulte, ou pour des gens qui ont été identifiés enfants mais qui soit n'ont pas été réellement mis au courant, ou en tout cas pour lesquels on n'a pas apporté spécialement un regard différent, enfin qui leur expliquerait ce qu'ils sont réellement, etc. En général, ces gens-là, même à l'âge adulte, voilà, ne se perçoivent pas du tout comme étant extrêmement fiers d'eux-mêmes et en se sentant au-dessus de la mêlée. En général, ils se perçoivent plutôt comme étant à la traîne. Ça, ils perçoivent très très bien leur décalage, mais c'est toujours un décalage, ou en tout cas bien souvent un décalage à leur désavantage finalement, et pas du tout un décalage qui serait flatteur pour eux, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, ou beaucoup de...
c'est vraiment dans l'inconscient collectif, les gens pensent surdoués, oui forcément ils vont être très fiers d'eux, ils réussissent tout, et donc n'en rajoutons pas. D'ailleurs c'est ce qui revient souvent pour les enfants. D'ailleurs à ce propos, c'est une inquiétude que certains parents vivent après quand le bilan donc a été passé par l'enfant et que les résultats tombent. Quelquefois je reçois des messages de parents me demandant mais est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose d'informer l'enfant des résultats de son test, de lui dire qu'il est un enfant à haut potentiel intellectuel ou qu'il a un QI de temps, etc. Est-ce qu'en gros il ne va pas prendre la grosse tête et risquer de perdre finalement toute humilité en quelque sorte. Alors moi ce que je réponds toujours aux gens, d'abord c'est impératif, il est absolument tout à fait normal et sain que l'enfant connaisse les résultats du bilan qu'il a passé, parce que ça le concerne déjà dans un premier temps. D'autre part, ben, il était là évidemment pour ce bilan, donc il serait totalement farfelu et anormal de ne pas le tenir au courant de la suite en tout cas des conclusions qui ont été tirées de ce bilan. C'est tout à fait normal, il a le droit de le savoir, et en plus effectivement pour qu'il puisse se construire correctement, il doit savoir qui il est, et savoir qui il est, ça passe également par la connaissance des conclusions de ce bilan, alors avec évidemment des explications qui sont impérative, hein, l'objectif n'est pas juste de balancer les conclusions comme ça sans rien expliquer, au contraire il faut beaucoup expliquer avec des mots adaptés à l'âge de l'enfant, avec éventuellement des métaphores, une courbe, enfin selon l'âge, selon les questions de l'enfant, mais c'est absolument, évidemment la réponse est absolument oui, voilà, il faut impérativement que l'enfant sache pourquoi est-ce qu'il a passé ce bilan et quelles en sont les conclusions, parce que c'est bon et ça sera toujours positif pour sa construction. Et donc non, les enfants qui se savent surdoués, s'ils ont été informés correctement et quand le regard autour d'eux ne change pas, dans le sens de n'est pas dégradant ou n'attend pas trop de lui au prétexte que maintenant on sait qu'il est HP, il faut bien se dire que l'enfant est HP depuis sa naissance, hein, le bilan ne transforme pas l'enfant, le bilan met juste en évidence quelque chose qu'il a en lui depuis qu'il est né de toute façon. Donc l'enfant reste le même, ce qui peut changer c'est donc le regard que les adultes autour de lui ou que les autres enfants vont porter sur lui. Donc c'est très important justement d'être bien clair en tant que parent vis-à-vis de ça, pour ne pas perturber l'enfant précisément et pour ne pas le mettre dans une situation dans laquelle il serait un petit peu coincé. Mais si les choses sont faites correctement, ce savoir surdoué, ça va le rassurer, ça va lui donner des clés, un moyen de comprendre en fait le décalage et les questions qu'il se pose et les petites différences qu'il a pu noter tout au fil de sa vie entre ses camarades et lui, mais ça ne lui donnera pas la grosse tête et ça ne va pas le rendre absolument imbuvable du jour au lendemain, dans le sens de moi je suis surdoué et je suis plus fort que tout le monde, hein, pas du tout. Ou alors, si l'enfant fait ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a été raté à un moment donné dans l'information des conclusions du bilan, c'est-à-dire que le surdouement, s'il n'est pas expliqué, effectivement, s'il n'est pas compris, l'enfant peut essayer finalement de trouver une posture à adopter vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'école, donc voilà, d'où l'importance de vraiment bien expliquer les choses. Voilà, donc tout ça pour dire donc, que la partie du Dr Revol donc, est également très très chouette, et que donc notamment les explications donc, qui sont là en idée 80, 81, et puis toutes celles qui suivent également, et celles d'avant, enfin la totalité des idées sont vraiment très très chouettes, mais je trouve que expliquer certains phénomènes qui peuvent paraître tout à fait bizarres et tout à fait anormaux à celui qui les ressent et qui les vit, c'est extrêmement important. Et que pour ce point-là, je trouve que la partie du Dr Revol est vraiment aussi absolument captivante, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez peu souvent dit. Enfin moi en tout cas je n'ai pas souvenir d'avoir lu réellement d'explications par rapport à ça, donc j'ai été moi-même très très heureuse finalement d'avoir l'explication médicale sur ce phénomène. Et
voilà, je trouve que c'est en tout cas un livre qui a été écrit. Alors les trois auteurs, à mon sens, font une équipe qui fonctionne vraiment très très bien. C'est-à-dire que je trouve que chacun, en ayant son regard et son approche du surdouement, parce que évidemment Roberta, donc, qui a été coprésidente d'une association et qui est parent, n'a pas le même regard et n'a pas la même approche et le même relationnel au surdouement que Doris, qui est enseignante spécialisée, ou qu'encore qu'Olivier, qui est soignant et qui donc reçoit en tant que des petits patients et qui sont donc dans une situation différente, par exemple d'enfants scolarisés ou d'enfants qui vont venir dans une association pour partager des activités. Les gens ont un vécu différent, un contact différent, mais je trouve que avoir rassemblé en fait en définitive les écrits et les conseils de ces trois personnalités, à mon avis, est vraiment une très très bonne chose. Et d'ailleurs, preuve en est ce prologue vraiment extrêmement chouette qu'ils ont écrit tous les trois ensemble, et qui je trouve est extrêmement bien réussi. En conclusion, pour moi, un très très bon bouquin, donc je conseille vraiment vivement, parce que je trouve qu'on y retrouve des idées qui sont, alors pour certaines totalement inédites, des explications qui sont vraiment très très intéressantes, des clés, des outils pour aider, accompagner, pour expliquer à son enfant comment gérer son surdouement, comment fonctionne le monde, comment essayer d'améliorer ses relations ou ses apprentissages. Enfin, il y a énormément de choses. En fait, c'est un bouquin qui finalement n'est pas très... c'est pas un énorme bouquin, hein, il fait pas 600 pages, mais il est extrêmement dense et chaque idée développée est vraiment extrêmement... vaut son pesant d'or, à mon avis. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très très bon bouquin, très très réussi. Et je finirai finalement sur une citation que j'ai relevé, alors je ne sais plus dans quelle idée exactement, mais qui appartient, ça c'est, j'en suis certaine, au chapitre 2, donc écrit par Doris Perrodin, et que j'ai trouvé absolument très chouette à rappeler ou à souligner tout simplement, peut-être pour des gens qui n'en ont pas forcément conscience. Bon, je trouve qu'en tant que piqûre de rappel, c'est déjà très très chouette. Maintenant, si ça peut en plus finalement apprendre à nuancer les choses à des gens qui n'ont pas réellement une conscience tout à fait claire encore de ce qu'est le haut potentiel intellectuel, ça n'en sera que mieux. Qui dit donc qu'un QI élevé n'est pas une garantie de réussite scolaire. Voilà, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette phrase et donc je vais clôturer cette vidéo sur cette citation. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie donc d'acheter ce petit bouquin donc, qui va sortir très bientôt au mois d'avril. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo et puis pour le billet qui accompagnera donc cette critique de livre en images.